nous vous invitons à autoriser l'Assemblée législative, premièrement, à appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali. Deuxièmement, à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise. Troisièmement, à proclamer que la République soudanaise s'appelle la République du Mali. Ce 22 septembre 1960, le Soudan accède à son tour à l'indépendance. L'idée d'unité qui avait animé Modibo Keïta et ses amis n'a duré que quelques mois, puisque l'aventure très ambitieuse de la Fédération du Mali, initialement constituée de 4 États, le Sénégal, la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, le Dahomey, actuel Bénin, et le Soudan français, actuel Mali, et qui a rapidement été réduite au Sénégal et au Soudan français, n'a duré que quelques mois. Elle n'a pas résisté aux dissensions entre le camp de Léopold Sédar Senghor et celui de Modibo Keïta. La Fédération du Mali a éclaté dans la nuit du 20 août 1960 et le Sénégal s'est retiré. Revenu de Dakar après avoir été retenu sur place pendant quelque temps, Modibo Keïta et ses amis du RDA ne sont pas parvenus à recoller les morceaux de cet ensemble qui se voulait novateur et résolument panafricain. Le Soudan français, qui garde la référence au grand empire médiéval, accède à son tour à la souveraineté internationale dans une ferveur indescriptible. C'est la naissance de la République du Mali, avec comme premier président Modibo Keïta. 60 ans après cette proclamation, après cette accession à l'indépendance, quel bilan peut-on dresser de son parcours? Que retenir de ces 6 décennies de liberté? Qu'ont donc fait les Maliens de leur souveraineté retrouvée? Bonjour à tous et bienvenue dans cette série spéciale débat africain 60 ans d'indépendance, diffusée en simultané sur RFI et France 24 et repris par une dizaine de télévisions africaines. Nous sommes ce 22 septembre 2020 à Bamako, la capitale malienne, dans un climat qui, il faut le reconnaître, est loin de la ferveur populaire à la même date en 1960. Après le putsch militaire qui a renversé le président Ibeka le 18 août dernier, l'heure est encore aux tractations pour le gouvernement de transition. Comment l'organiser? Avec quels acteurs dans le gouvernement? Et pour combien de temps? Les Maliens scrutent leurs nouveaux hommes politiques, leurs nouveaux hommes forts, le nouveau régime. Le cœur n'est donc pas vraiment à la fête. Plusieurs invités sur ce plateau, essentiellement jeunes aujourd'hui. Un choix dicté par la volonté de cette jeunesse très active qui était dans les rues les dernières semaines et qui semble impatiente de prendre son destin en main. D'abord, Madame Kadéja Maïga, analyste en géopolitique. Bonjour Kadéja Maïga. Bonjour Alain. Notre second invité est Ibrahima Tamega, porte-parole de la jeunesse de la CFR, Convergence des forces républicaines, et président du mouvement citoyen Fassondoun, ancien leader de l'association des élèves et étudiants du Mali, l'AEEM. Bonjour Monsieur Tamega. Bonjour Alain, merci pour l'invitation. De rien. Notre troisième invité est Monsieur Nouhoun Sarr, président du FAD, le Front africain pour le développement, membre du FSD, le Front pour la sauvegarde de la démocratie. Bonjour Monsieur Nouhoun Sarr. Bonjour Alain Foucault. Notre quatrième invité sur ce plateau de Bamako est un artiste malien de renom, rappeur très connu sur la scène africaine, Master Soumi. Bonjour Master Soumi. Bonjour Alain. Et merci d'être là. Alors vous êtes les plus jeunes sur ce plateau, je n'ai pas envie de vous poser la question habituelle qui est celle de savoir si vous étiez là pendant la période d'indépendance. Je sais que personne de vous n'était là. Maintenant, vous avez vécu les changements dans ce pays. Lorsque vous regardez ce qui s'est passé en 60 et vous faites le bilan, j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça vous inspire? Nos pères de l'indépendance, je pense notamment à Modibo Keïta, je pense à Mamadou Tchéolé Konaté, je pense à une figure importante qui était Awa Keïta. Se sont acharnés pendant plusieurs décennies, une bonne décennie pour avoir cette indépendance-là. Et donc oui, on est fasciné par ce renouveau, cette conviction, cette force des convictions et ce désir de se battre pour avoir ce que nous sommes aujourd'hui. De se battre pour avoir ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous voulez devenir. Mais lorsqu'on écoute un peu les jeunes, on a le sentiment que c'est la désaffection, c'est le rejet de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Quand on a vu ce qui s'est passé pendant ces dernières semaines, c'est plutôt on n'en veut plus, Soumi. Aujourd'hui, ce que nous vivons, moi je pense très bien que c'est l'échec de notre démocratie. L'échec des 60 ans. De notre démocratie, pas des 60 ans. Pas des 60 ans parce qu'il faut essayer de placer aussi les choses dans leur contexte. Pas véritablement des 60 ans. Parce que les
60 ans, a commencé par quoi? Par l'indépendance. Et l'indépendance avait une vision. Modibo Keïta et ses camarades, ils avaient une vision, ils avaient une trajectoire tracée pour le Mali et pour son devenir en ce qui concerne l'éducation, en ce qui concerne l'emploi des jeunes, etc. Il y avait des visions très claires qui pouvaient nous permettre d'aller très loin, mais ce chemin a été dévié à un certain moment, à partir du 19 novembre 1968, avec la chute de Modibo Keïta. Donc, quand Moussa aussi et ses camarades sont arrivés, ils ont changé de direction, changé de régime, changé de manière de faire du précédent. Donc, cela aussi a conduit le Mali vers une autre destination. Oui, mais lorsque vous dites que tout était tracé à l'indépendance, que les choses étaient sur les rails, oui. En même temps, on a le sentiment qu'ici, ça ne dure jamais sur les rails, qu'on est toujours insatisfait. Nous, Hunsar, n'avez-vous pas l'impression qu'ici, on est toujours mécontent et que finalement, on rejette tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant? Le Mali n'arrête pas de renaître. Non, nous ne sommes pas dans le rejet constant. Nous sommes dans les faits, dans la réalité du moment. Après les indépendances, après le coup d'État du 19 novembre 1968, notre pays est rentré dans une période de dictature féroce. Mais on disait aussi ça du régime précédent. Nous avons connu l'une des dictatures les plus féroces d'Afrique et qui a duré 23 ans. Après cela, il y a eu une lutte acharnée du peuple malien pour aller vers la démocratie multipartite. En 1991, nous avons connu l'une des transitions les plus réussies d'Afrique. Qui a installé le président Alpha Omar Konaré à la tête de l'État. À la tête du pays. Mais malheureusement, et c'est écœurant de le dire, au lendemain de 92, notre pays a pris une autre direction qui s'est révélée être catastrophique pour notre pays. On a détourné la révolution de mars 91. On a installé au pouvoir des gens qui se sont comportés comme de véritables plutocrates. Et ça, nous payons le prix aujourd'hui. Donc après, notre pays a connu certes des élections. On était cité en exemple en matière de démocratie en Afrique. 2012 a révélé que ce n'était qu'un tigre en papier, ce n'était qu'un château de cartes qui a fini par s'écrouler. Il est important de rappeler que notre pays, pendant 70 ans, ou un peu moins, a subi les affres de la colonisation. On a le sentiment, je reviens dessus, qu'ici, la contestation des politiques, quels qu'ils soient, quels que soient les bords, est habituelle. C'est-à-dire là, Hunsar vient de citer un certain nombre de personnes qui se sont succédées aux affaires et qui sont parties quasiment de la même façon, puisqu'on a 4 coups d'État en 60 ans. Il n'y a que la Centrafrique qui a battu ce record-là. Peut-être qu'ils n'ont même pas battu le record. Est-ce qu'il n'y a pas en permanence un rejet de quelque chose? Est-ce que le malaise ne vient pas d'ailleurs? Est-ce que ça vient des hommes, M. Tamega? De 1960 à nos jours, ce sont des hommes et des femmes, des politiques et des citoyens, civils ou militaires, qui ont joué leur partition pour que nous nous retrouvions dans le Mali d'aujourd'hui. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Bien entendu que ce pays suit un processus encore. Nous sommes à l'école de la démocratie, une jeune démocratie. Ce n'est pas seulement nos chefs de l'État qui bâtissent la nation, mais l'ensemble des citoyens qui feront de l'indépendance une réalité. Le triste constat, c'est que de 1960 à nos jours, le démon des coups d'État a toujours frappé à nos portes. Le Malien n'a pas épargné son premier président de la République, le père fondateur de l'indépendance, Faye Modibo Keïta. Il est parti suite à un coup d'État. Le président qui est venu après, Moussa Traoré, est parti suite à un coup d'État. Alpha Omar Konaré a échappé à 2 tentatives. C'est le seul qui n'a pas été renversé par un coup d'État. Il a échappé à 2 tentatives de coup d'État. Amadou Toumani Touré, qui est venu après est parti suite à un coup d'État. Djamouda Traoré, président de transition, suite au coup d'État contre Amadou Toumani Touré, a été tabassé dans son bureau. Ibrahim Boubacar Keïta, qui est venu après, est parti suite à un coup d'État. On se demande finalement quel est le problème du Malien avec le démon des coups d'État. Quel est nos problèmes avec nos dirigeants? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on se remette tous en question
et les dirigeants et les citoyens, parce qu'une nation se construit à travers l'implication, la détermination citoyenne et politique de toutes ses filles et de tous ses fils. Je pense, je ne suis pas pessimiste, que je regarde de 1960 à nos jours, nous n'étions pas nés en 1960, mais nous sommes allés à l'école de Feu Modibo Keïta, les écoles qui a été réhabilité, bien entendu, qui a été réhabilité finalement par tous ici, puisque on se réfère tous à Modibo Keïta. Mais la question revient, est-ce qu'il n'y a pas au Mali un souci avec l'alternance, avec les hommes aux affaires, parce que ceux que l'on a renversés étaient très souvent bien élus. Khadija. Nous avons profondément un souci, en réalité, entre l'administration publique et les administrés. Aujourd'hui, le véritable défi qu'ont les personnes qui exercent ce pouvoir-là est cette grande différence, cette grande distance entre eux et le peuple. Donc nous avons déjà une difficulté à expliquer et à mettre en perspective les droits et les devoirs des citoyens. Donc déjà, c'est la profonde difficulté que nous avons. Et en 1967, ces coups d'État arrivent à chaque fois qu'il y a une grogne sociale. Toujours par la rue, toujours par le fait que les Maliens ne veulent pas faire de sacrifices. Donc à l'époque, en 1967, le président Modibo Keïta, qui était très visionnaire, a établi des entreprises publiques de l'État qui existaient aujourd'hui, qui n'existent plus aujourd'hui d'ailleurs. Mais ces entreprises-là n'existent pas par le fait même des administrateurs qui mettent à la tête de ces économies publiques. Oui, puisqu'on parlait de corruption à la tête de ces entreprises. Exactement. Donc à partir du moment où déjà nous avons une mauvaise gestion des Maliens eux-mêmes, des choses qui leur sont confiées, qui sont économiques, nous ne pouvons pas avoir de stabilité politique également, parce que cela sera toujours décréé, il y a toujours un lien entre ces deux entités-là. Vous savez, la légitimité acquise dans les urnes s'use à l'épreuve d'une gouvernance moins vertueuse. Un régime élu, un président élu à 77% verra ces 77% fondre mais partout dans le monde. S'il poursuit à entretenir ce qu'un célèbre auteur a qualifié de la criminalisation de l'État en Afrique. Le Mali est un pays très riche. C'est un pays où l'or coule à flot. Les Sud-Africains nous ont dit que c'est le seul pays où tu as l'or à ciel ouvert. En Afrique du Sud, pour avoir de l'or, il faut aller à 600 mètres sous le sol. Mais au Mali, c'est quelques dizaines de mètres. Qu'il n'y ait pas un cercle dans la région de Caille regorge de mines importantes, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de dispensaire pour soigner. Vous verrez que quand on installe un pouvoir oligarchique, quand on mobilise des ressources pour les éjecter dans l'armée, qu'on finisse se détourner, c'est révoltant et vous verrez toujours des gens qui se lèveront et qui se dresseront et qui demanderont la démission. Donc, le Mali a connu cette tragédie de gouvernance, une tragédie de gouvernance de 92. Mais pourquoi le Mali plus que les autres, finalement, lorsqu'on dit ça? Le Mali représente pour l'Afrique de l'Ouest ce que la Grèce représente pour l'Europe. Le Mali, c'est le peuple qui a donné naissance aux plus grands empires d'Afrique. C'est le pays des grands royaumes d'Afrique. C'est un peuple essentiellement digne. C'est un peuple qui, pour préserver sa dignité, est capable d'affronter le diable. Lorsque, en 92, dans l'euphorie, le peuple malien s'est mobilisé pour renverser un régime qui a duré 23 ans, et nous avons instauré des institutions que nous souhaitons démocratiques, mais qui, dans la pratique, se sont révélées comme néfastes pour notre démocratie, parce que les élections sont truquées, on téléphone à la Cour constitutionnelle pour falsifier les résultats, le Premier ministre fait de la politique dans l'administration, l'administrateur... Là, vous faites le procès du régime qui vient de tomber. Je vous dis... Mais figurez-vous que dans pas mal de pays d'Afrique francophone, la situation est à peu près la même, mais pas avec la même force. Le peuple ne renverse pas le régime avec la même force. C'est un peu ça la particularité du Mali qui, tout de suite, siffle la fin de la récréation. Alors,
on n'entend pas parler de cette division qu'il y a dans ce pays. Le pays a failli être coupé en deux par des forces qui sont venues d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas là le réel problème du Mali aujourd'hui? Est-ce que c'est sa gouvernance aujourd'hui? Il y a un problème de gouvernance qui est indéniable. Il y a un problème aussi de citoyenneté, de connaissance de notre pays qui est indéniable. Ce que nous avons connu en 2012, de 2012 à maintenant, la rébellion, les forces obscures qui sont venues au Mali, s'attaquer au Mali, il y a plusieurs zones d'ombre qu'il faut analyser avec pertinence pour dégager des pistes de réflexion. Mais moi, Alain, je ne suis pas dans l'optique à chaque fois de me plaindre des autres. Je fais partie de ceux-là qui croient profondément que nous ne pouvons connaître le sort que lorsque nous prenions connaissance du rôle que chacun joue, que chacun doit jouer. Parce que nous reprochons souvent à nos dirigeants, M. Alain, c'est que nous sommes nous-mêmes acteurs. C'est à quoi nous contribuons nous-mêmes. On les reproche de fraude électorale, alors que nous sommes les premiers, je parle des citoyens électeurs, à aller prendre des 1000 francs pour aller vendre nos voix à ceux que nous élisons. Nous les reprochons de corruption et nous sommes les premiers à aller donner un peu d'argent aux douaniers pour dédouaner une voiture. Nous les reprochons d'insécurité, de ne pas faire face à l'insécurité, alors que nous sommes aujourd'hui les premiers à démissionner dans nos familles parce que hier nous avions des valeurs qui faisaient du jeune malien un jeune très respectueux, un jeune qui ne connaissait pas trop la délinquance, mais avec ce modernisme, nous avions à la fois démissionné face à nos devoirs culturels coutumiers et nous avons aussi démissionné face aux devoirs citoyens que nous devons accomplir. Avant de se demander ce que ton pays a fait pour toi, pose-toi la question de savoir ce que tu as fait pour ton pays. Je fais partie de cette nouvelle génération qui pense que nous avons fait le choix, nos aînés ont fait le choix d'aller à une école de la République, à une école de la démocratie. Et quand on regarde au-delà de nos frontières, en France comme ailleurs dans toutes les nations démocratiques, ils n'ont pas fait tout ce qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont en 30 ans. Le Mali est seulement à 30 ans d'expérience démocratique. Je pense que nous avons du chemin devant nous. Le Mali de demain qui doit être construit à partir d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un souci de, on va dire, d'identité nationale, d'unité nationale au Mali? Est-ce que tous les Maliens se sentent maliens? On a le sentiment qu'il y a une partie qui se dit on partirait bien de ce pays, qu'est-ce qu'on y tire? J'exagère quand je dis ça, Soumi? Non, quand vous regardez un peu même le problème au niveau du centre du Mali, et il y a une partie où il y a des populations qui se sont senties à un certain moment donné oubliées, négligées et même écartées par le pouvoir en place parce qu'il y a une absence de l'autorité de l'État, une absence des services sociaux de base, une absence de la justice, de la police, de la gendarmerie, etc. C'est pourquoi aujourd'hui nous remarquons que certains, parmi ces populations-là, trouvent de plus en plus la justice des terroristes djihadistes plus efficace. Donc il y a cette division qui a été provoquée d'une certaine manière par le manque d'autorité, l'absence de l'autorité de l'État. Mais aussi, d'une manière générale, nous avons vu, et je ne suis pas là non plus pour faire le procès de l'ancien régime d'Ibeka. Ce régime, je dis si ce régime a reçu quelque chose, c'est surtout la division des Maliens. Ce régime a réussi à diviser les Maliens. À diviser les Maliens, toutes les entités, même chez nous les artistes. Il y avait des artistes pour le régime, il y a des artistes qui sont là et voilà. Et moi, artiste, je choisis de faire la musique, je suis obligé de chanter les gens du régime. Pourquoi? Pour quelles raisons? Pour avoir, par exemple, même leur... bon, ça, on a vu dans d'autres pays. Hein. On a vu dans d'autres pays cette question des artistes qui étaient divisés et utilisés. Les artistes divisés, les religieux divisés,
les syndicats divisés. À chaque fois qu'il y a une entité de la République qui s'élève pour porter des revendications légitimes, on prend X ou Y à côté et essayer de soudoyer quelqu'un à côté. Ce n'est pas ça. On vous a demandé de travailler pour les Maliens. Les Maliens ont demandé de l'eau, l'électricité, l'éducation, santé, les routes. Vous êtes là, c'est l'occasion pour vous de tourner un peu dans la ville de Bamako. Les gens payent les vignettes, bien sûr, c'est vrai qu'il y a les citoyens doivent jouer pleinement leur rôle, mais combien est détourné aussi par là-haut? L'exemple doit venir d'en haut. À partir du moment où nous avons des gens d'une probité morale, des gens qui sont sérieux, qui savent pourquoi ils sont là, pour servir et non se servir du bien de l'État, à partir de cet instant, le citoyen aussi sera obligé d'être au pas et de respecter correctement les lois de la République. Mais à partir du moment où vous avez des individus qui n'ont aucune conscience de votre condition de vie, qui doivent savoir que nous sommes un pays en guerre, mais c'est des gens qui se donnent à des fêtes, qui organisent des anniversaires par-ci, par-là. Est-ce réellement, on doit en vouloir à ce citoyen parce qu'il doit jouer son rôle, il doit jouer son rôle. Oui, mais là, on vous a choisi plus jeune. Nous payons combien on payait combien le président de la République par mois? Ce que j'ai envie de dire, c'est que là, on a choisi un plateau qui est un plateau jeune. C'est le plateau le plus jeune de notre tour d'Afrique des 60 ans d'indépendance, parce qu'on veut vous entendre et parce que vous êtes les principaux acteurs. C'est vous qui étiez dans la rue pour renverser ce régime-là. Est-ce qu'à un moment, vous ne vous dites pas, vous aussi, que vous avez un message à passer aux autres jeunes? Parce que ceux qui tuent dans le Nord, ceux qui vont en moto assassiner leurs frères et sœurs, au nom de je ne sais pas trop quelle raison, ce sont des jeunes. Or, on ne vous entend pas beaucoup parler de ça. Il n'y a pas de Maliens à part. Les Touaregs, les ancêtres des Touaregs et nos ancêtres sont liés par le destin, sont liés par un lien sacré. Cela est inaliénable. Que s'est-il passé? On a refusé de regarder la réalité en face. Les revendications, quelquefois légitimes, qui se trouvent à Kidal, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de goudron. Vous savez, le Mali, c'est 1 241 000 km². Et de l'indépendance à aujourd'hui, nous n'avons eu que 6 400 et quelques kilomètres de goudron, dont aujourd'hui 3 000 et quelques se trouvent dans un état dégradatoire avancé. Le Mali, il y a un paradoxe. Ce paradoxe, c'est que nous avons eu, au cours des 40 dernières années, l'élite politique... Ça, on l'a déjà dit, on ne va pas revenir toujours à cette élite politique. Là, on parle de la part de la jeunesse. Mais vous savez, dans cette jeunesse-là, il y a des valeurs sûres. Il y a des gens d'une intégrité extraordinaire, comme cela n'est égalé nulle part au monde. Et nous lançons un message à nos compatriotes jeunes, ceux qui posent les bombes, ceux qui sont aujourd'hui... Qui assassinent. Qui sont dans une manipulation, de revenir dans la République. C'est ensemble, de façon pacifique, que nous allons faire émerger ce pays. Personne d'autre ne peut faire émerger ce pays. Bon, mais certains vous disent, on ne vous voit pas vous lever contre ceux-là, de la même façon que vous vous levez contre les politiques. Nous le dénonçons, nous l'avons dénoncé. Tout le monde ici est unanime pour dire la même chose. On ne va pas passer tout ce temps à ne parler que de la responsabilité des dirigeants. C'est dit, c'est fait. Maintenant, on passe à autre chose. Là, je parle de la jeunesse. Quel est votre rôle à vous, de la jeunesse, à part vous plaindre? Comment vous pouvez changer cette donne-là? Parce que ceux qui tuent, c'est des jeunes. Parce que ceux que l'on manipule, comme vous l'avez dit, c'est des jeunes. Alors Khadija, quand vous regardez ça, est-ce qu'il n'existe pas un moyen de vous mettre aussi en commun pour aller convaincre ces jeunes-là qui sont dans le faux? Est-ce que ce n'est pas ça l'urgence? L'urgence, c'est de passer à l'action. Aujourd'hui, ce qui manque profondément, c'est de passer à l'action, d'arrêter de dénoncer sur les réseaux sociaux et de travailler pour l'émergence du Mali. Et pour travailler pour cela, il faut également les compétences. Il y a plusieurs initiatives qui ont été faites de jeunes qui se sont regroupés, qui ont tenté de créer des consortiums de personnes qui arrivent à faire bouger les choses, à transformer le Mali, à rendre le Malien et le Mali meilleur. Mais ce sont des initiatives qui se révèlent finalement être un échec. Parce que soit les jeunes partent de l'autre côté, je parle de l'État ou autre, et se font vite instrumentaliser, ou très vite ils se rendent compte qu'ils sont en fait très bloqués. Ils sont très vite bloqués par le système même. Moi, je pense que très profondément, l'administration publique est ceux qui bloquent le plus la jeunesse malienne dans la façon de faire. Aujourd'hui, nous devons changer cette façon de gouverner, cette façon d'administrer l'État. Ça, on l'a compris. Ça ne fait pas de doute, c'est dit. Même si on est sourd, on vous a entendu. Maintenant, comment on avance? Avec vous, les jeunes qui avez pris le pouvoir, quasiment. Là, vous avez en face de vous plusieurs soucis.
je parlais des jeunes. Vous dites, on va les mobiliser. Si vous vous mobilisiez comme vous vous êtes mobilisé pour renverser les différents régimes, peut-être que vous auriez changé quelque chose. Est-ce que vous n'avez pas fui votre part de responsabilité quelque part, M. Tabega? Nous jeunes, nous sommes le Mali de demain. Nos aînés ont 30 ans de vie et de carrière politique derrière eux. Nous en avons, nous, 30-40 ans de vie politique ou professionnelle devant nous. On l'espère. C'est à nous de réfléchir maintenant comment mieux aller à l'école, comment mieux être formé. C'est à nous de réfléchir maintenant. Et d'ailleurs, quand nous, on a participé précédemment au dialogue national inclusif, les jeunes qui étaient présents, nous nous sommes organisés pour proposer à ce que ça soit retenu dans les recommandations et résolutions des lois qui puissent permettre de favoriser les jeunes dans les postes nominatifs et électifs. La transition générationnelle, elle doit être volontariste. Nos autorités et les jeunes, nous devons accepter qu'il faut à un moment laisser place aux jeunes sur la base de la compétence et du mérite, bien entendu. Ces jeunes qui ont été formés au niveau de la diaspora, il faut les inviter pour qu'ils retournent au pays, pour qu'ils apportent leur expertise, leur intelligence et leur réseau. Aujourd'hui, nous devons travailler là-dessus. Nous devons aussi travailler sur la sensibilisation, la violence. Les jeunes qui abandonnent l'école pour se livrer à d'autres activités qui nuisent à leur avenir. Nos frères et sœurs jeunes qui sont, comme vous l'avez dit aujourd'hui, recrutés en masse dans les groupes djihadistes, dans les groupes terroristes. Si nous, on se mobilise, qu'on se donne les mains, artistes, citoyens, politiques, comme artistes, un artiste de renommée comme Master Soumi a une voix qui porte. En sensibilisant... Oui, mais on n'entend pas beaucoup de titres ou de mouvements pour dire aux jeunes, venez arrêter avec ça. On a le sentiment qu'ici, on a peur de parler de ça. On a peur de mettre le doigt sur ce qui fait mal. Est-ce qu'il n'y a pas le poids du religieux qui a finalement fait que vous-même, vous les jeunes, vous avez peur? Soumi? Non, pas une question du poids du religieux. Voilà. Et moi, je pense que ce n'est pas à quelqu'un de venir comme ça donner les jeunes. Voilà votre le pouvoir, ça ne se donne pas. Les jeunes doivent... la base de la compétence et du mérite. Mais bien sûr, c'est à nous d'arracher notre place. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a un discours au Mali depuis un certain temps. Ah, les vieux, les vieux, les vieux, les vieux. Moi, je pense que les jeunes doivent s'affirmer, s'imposer à travers, bien entendu, leurs qualités, leurs compétences, etc. J'ai tout le temps dit à beaucoup de jeunes, politisez-vous si vous voulez faire de la politique. Il n'y a pas de problème. La politique, c'est juste un don de soi. C'est un don de soi à la base. C'est pour chercher des moyens, des stratégies, comment pouvoir gérer sa cité, sa communauté, etc. Vous voulez contribuer à la construction de la nation, il n'y a pas de problème. Mais faites-le dans la dignité. Mais là, vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'il y a le poids de la religion qui vous bride ici? Mais bien sûr, la religion a toujours fait ce poids au Mali. Mais quand vous voyez, par exemple, c'est aussi le problème même de la politique ici au Mali. Et quand aujourd'hui on dit que les religieux arrêtent de s'immiscer sur la scène politique, mais ça, je dirais même que c'est ridicule. Parce que l'ancien président Ibeka, il a été dans presque toutes les mosquées du Mali et de Bamako pour... C'est les dirigeants qui islamisent. On s'appuie sur ces religieux pour accéder au pouvoir. Et une fois au pouvoir, vous êtes là, vous devez aussi cohabiter avec eux. C'est tout à fait normal. Donc, il est temps que les gens essayent de voir la politique autrement, d'arrêter d'essayer de rentrer par des combines pour accéder au pouvoir. Il faut que ça soit plus clair et sincère. Le poids de la société même empêche les jeunes de s'épanouir et de faire ce qu'ils aiment. Parce que on a beau vouloir passer à l'action, à un moment donné, on se retrouve avec être la seule personne, le seul jeune qui nourrit toute sa famille. Et à partir de là, on se retrouve avec, on peut avoir toutes les valeurs. Hein. Les jeunes peuvent avoir toutes les valeurs, toute la dignité, cette fameuse dignité du Malien, mais finalement sans action et sans désir, sans moyens, ça ne sert à rien en fait. C'est complètement inutile. Aujourd'hui, on doit passer ce cap d'attendre de l'État tout et de passer à l'action, d'arrêter d'être des jeunes assistés, d'aller chercher soi-même à l'État. Se prendre en main. L'État a pour but de réguler et de créer un cadre réglementaire, mais l'action et le travail, ce sont les personnes qui doivent le faire. Et c'est ça qui doit changer aujourd'hui au Mali. Nounsar, aujourd'hui, vous vous tournez vers l'avenir. Vous avez dit, vous êtes jeune, l'avenir est à vous. Qu'est-ce qu'il faut changer dans l'immédiat? Pour que les jeunes se mobilisent
à la fois pour faire de la politique et qu'il y ait la vertu qui rentre dans le monde politique ici. C'est important qu'il faut dans l'immédiat changer la façon de diriger le pays. Nous l'avons dit, l'ancien régime est parti, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité. Nous allons soutenir la transition qui va être mise en place et nous allons montrer comment on dirige un pays. Mais bon, d'autres avant vous ont dit ça. Hein. savez, dans les précédents coups d'État, on a entendu la Renaissance. Personne ne sait de quoi demain sera fait, mais nous sommes là, le temps est le meilleur juge. Vous parlez de la jeunesse, le Mali, en tout cas, je suis au Mali, c'est le Mali que je connais. Le Mali a la jeunesse l'une des jeunesses les plus courageuses d'Afrique, qui est prise en otage. Une jeunesse mal formée parce qu'on a fermé les écoles. Une jeunesse qui n'a pas accès au savoir universel parce que les universités sont devenues ce que vous savez. Une jeunesse qui aujourd'hui n'a d'autre recours que de prendre le chemin du Sahara pour traverser la Méditerranée et aller mourir à Ceuta et à Melilla. C'est une jeunesse courageuse. Mais une jeunesse qu'on a privée de tout ce dont elle a droit. Vous savez, la génération de nos pères, le Mali leur a tout donné. Le Mali leur a donné ce qu'il n'a pas pu me donner. Parce que lorsque, dans les années 60 à 70, vous accédez au lycée, vous aviez tout, vous étiez à l'internat. Le Mali les habillait. Bon, c'était pas le même environnement, hein, dans le même temps. À travers le monde, ça a changé. Il y avait des internats et tout. Vous finissez, vous avez une bourse, vous allez étudier, vous venez, vous êtes embauché. Le Mali leur a tout donné. Ils sont devenus dirigeants du Mali. Pire, le Mali qui leur a tout donné, certains ont volé ce Mali. Donc nous pensons là, vous revenez à la même chose. Que le moment est venu, là, que je la sens qu'il y a une rancœur et que la jeunesse ça prenne sort ses en permanence. responsabilités. Ça sort en permanence. Alors on va parler économie puisque dès qu'on arrive, surtout chez les francophones, et qu'on fait une émission, on passe 3/4 du temps à parler de politique. Voici un pays avec des richesses, comme vous avez pu le dire, mais où on ne voit pas ces richesses. Quel bilan on peut faire de l'économie malienne 60 ans après? Qu'est-ce qui fait que le Mali soit toujours dans cette situation de perfusion permanente alors qu'il y a un tel potentiel? Khadija? Je pense que l'un des défis, ou en tout cas l'un des désastres, c'est qu'on ne guide pas assez les plus jeunes ou même les plus âgés vers ce qui est vraiment rentable et ce qui est vraiment nécessaire pour l'économie malienne. Je pense notamment à l'agriculture. Tout à l'heure, il parlait des jeunes qui immigraient vers d'autres pays. C'est quoi? C'est 2 millions de francs CFA pour immigrer vers un autre pays. Mais ces 2 millions-là peuvent servir à créer une entreprise agricole, par exemple, et de fructifier. Même avec moins que ça, on peut créer aujourd'hui une entreprise agricole. Effectivement, ce qui manque, c'est une politique vraiment d'accompagnement qui permet de guider vers cela. Je sais qu'aujourd'hui, il y a l'Agence pour la promotion de l'investissement depuis quelques années qui essaye de guider un peu et de montrer de positiver cette économie-là et d'amener des investisseurs. Voilà, c'est un peu compliqué aussi. On ne peut pas parler d'économie, en réalité, d'émergence économique quand il y a une instabilité politique. Et c'est ça le vrai véritable problème aussi au Mali. C'est une corrélation. Comment en finir avec cet assistanat, Tamega? La sensibilisation. La sensibilisation pour susciter la prise de conscience. J'ai vécu 19 ans. La sensibilisation de qui? Des jeunes, à l'entrepreneuriat, à l'agriculture dont elle parle? Bien sûr, les initiatives prometteuses locales qu'on peut mettre en avant. Et bien sûr, ça passerait par des aides des institutions internationales, de nos autorités locales, mais aussi, je disais tout à l'heure, de sensibilisation. Quand j'ai vécu 19 ans en Europe jusqu'au dernier mois, en France précisément, j'avais une association, on a toujours cette association, qui accueillait les Maliens primo-arrivants qui arrivaient en France. Et quand tu discutes avec eux, les motivations de départ, mais bien sûr, parce qu'il y a un désarroi ici, il y a un désespoir. Et quand Khadija tout de suite parlait de 2 millions de francs CFA, quand il leur dit que 2 millions peut servir ici en quelque chose, en créant de l'emploi, ils ne vont pas croire. Parce qu'ils n'ont pas d'éléments devant eux. Ils n'ont pas d'accompagnement, ils n'ont pas des experts qui les accompagnent vers la création d'entreprises. Je pense qu'il faut multiplier ces initiatives-là. L'autre problème, c'est beaucoup l'école. Aucune nation ne peut se développer sans école. Moi, je ne suis pas de je le redis encore, je ne fais pas le procès de qui que ce soit comme homme politique ici. Je me suis battu pour ces derniers mois pour la légalité constitutionnelle, pour la démocratie, contre la démission forcée d'un chef de l'État.
et contre la manipulation de certains jeunes comme nous par des hommes politiques qui sont aussi comptables du bilan du Mali d'aujourd'hui et qui doivent aussi répondre. Et d'ailleurs, je précise une précision à mon frère que j'estime beaucoup, Master Soumi, quand il disait tout à l'heure que le régime Ibeka a divisé les Maliens. Au contraire, Ibeka est venu en 2012-2013 quand il n'y avait presque plus un Mali divisé en deux entre le nord et le sud. Là, vous allez partir dans le procès à nouveau. On est reparti en politique. Je reviens très, très rapidement. Donc, j'accentue encore sur cette chose-là. Il faut que nous ayons de l'initiative, nous jeunes. Il faut que nous nous démarquions des démons de manipulation. Il faut que nous acceptions d'aller à l'école. Il faut que nous entreprenions. Quand tu vas dans les autres pays du monde, tu vois des jeunes de 25 ans millionnaires, des jeunes de 30 ans millionnaires. Et moi, j'ai dit, d'ailleurs, il ne faut pas être tout le temps négatif. Il y a des jeunes valables dans ces pays. Il y a des jeunes qui font tout sur le plan économique pour que ce pays sorte de l'ornière. Ils sont à féliciter sur ces plateaux. Et ces jeunes qui Alors, qui sont ces jeunes-là, rapidement, comme ça, au moins, on va montrer de bons exemples. Parce que jusque-là, le tableau est plutôt sombre. Vous avez parlé de l'immédiat. Vous avez parlé, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat par rapport à l'économie. Tout le monde sait que le capital humain, c'est le moteur de la richesse. Mais quand on regarde, comme mon frère Noussar l'a dit, quand on regarde nos jeunes qui prennent le chemin du Sahara, etc., moi-même en tant qu'artiste, j'ai beaucoup chanté là-dessus pour sensibiliser et puis participer à plusieurs campagnes de sensibilisation pour décourager les gens de ne pas se jeter sur le désert ou bien dans la mer. Je regarde surtout l'école. J'ai l'habitude de le dire. Vous regardez le Mali. Vous allez voir par exemple un pays qui va former 5000 juristes dans l'année, dans un pays où il n'y a pas 200 tribunaux. Déjà, c'est un problème. Personnellement, je n'ai rien contre plusieurs sciences telles que psychologie, sociologie, etc. etc. Moi-même, j'ai passé par la faculté des droits. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il faut créer plusieurs écoles, ou bien des écoles de formation professionnelle. Limiter ce très grand nombre de personnes ou bien de jeunes après le bac qui vont aller se bousculer sur la colline du savoir pour aller étudier sociologie. Le Mali a besoin de combien de sociologues par an? Le Mali a besoin de combien de juristes par an? Donc, il faut voir concrètement de quoi avons-nous besoin. Nous sommes un pays d'agriculture par excellence, elle l'a dit. Nous sommes un pays de pêche. Donc, aller vers l'agriculture, des perspectives voilà, d'emploi, pouvoir permettre à tous ces jeunes-là quand même de gagner leur petit pain quotidien de façon digne et honnête à la sueur de leur front. Bien. Donc là, c'est des choses concrètes. C'est-à-dire, lui, il dit, on va vers l'agriculture, on va vers des métiers, on fait des choses qui donnent des emplois aux jeunes et qui peuvent aussi créer des emplois. Alors, Nouhounsar, je sais que vous étiez dans le mouvement, etc., et que vous êtes très animé par ce qui se passe aujourd'hui. Mais là, on a dit, on invite les jeunes pour parler de leur avenir, puisque souvent, on s'est plaint du fait qu'on entendait toujours les personnes d'un certain âge, de notre génération, parler sur ce plateau. Proposition concrète, que faut-il faire pour amener les jeunes à reprendre confiance en leur pays et à se lancer dans l'économie? C'est important. Vous savez, le Mali dispose d'un génie incroyable. Vous avez des Maliens qui sont à la tête de grands groupes. Fofi Industrie, Tchernoba, le groupe Azalaï, Moussadek Bali, le groupe Sira, Seydou Koulibaly. Des gens que je n'ai pas côtoyés, mais qui font un excellent travail. À chaque fois que je vais dans un pays africain, je cherche à héberger dans le groupe Azalaï. Je suis fier de dire que c'est un groupe malien. C'est de ça dont on a besoin. On a besoin que notre pays s'inscrive dans une politique de relance économique stratégique. Nous sommes le pays qui produit beaucoup d'or. Nous produisons beaucoup de coton, mais nous continuons à importer les chemises de Turquie. Nous produisons de l'or et nous continuons à importer de l'or raffiné. On va qu'on aille vers l'industrie de transformation. L'industrie de transformation, l'agriculture et surtout l'énergie, les énergies renouvelables. Parce que ce pays a une chance incroyable d'être traversé par deux grands fleuves, le Djoliba et le fleuve Sénégal. Ce pays dispose du soleil, qui est un capital important par rapport on dit ça depuis 60 ans, on n'en fait rien. Donc depuis 60 ans, c'est important. Vous savez, pour terminer, dans les années 60, le Mali disposait d'une usine, dans l'électronique, la Socoram.
Vous savez que cette société était au même niveau que Samsung dans les années 60. Si on veut faire les comparaisons, il y en a tellement, malheureusement. Mais ça a fini par foirer. Khadija? Alors, en l'entendant, ce que je perçois là, c'est un manque de prise en compte de recherche et de développement, en fait, en réalité. De stratégie de développement. Au Mali, où nous avons fait en juin 1999, a été fait l'étude nationale prospective Mali 2025, qui expliquait tout ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, l'état dans lequel nous sommes, l'étude nationale prospective l'avait vu dans son 4e scénario. Malheureusement, ces dernières années, les politiques, du coup, en réalité, ne prennent pas en compte ce long-termisme-là. Ils ne prennent pas en compte cette stratégie et cette vision, en réalité, à mettre en œuvre. Ce que, d'ailleurs, nos pères fondateurs avaient, Modibo Keïta, qui avait une vision et qui essayait de voir ce que nous pourrions produire à long terme. Aujourd'hui, c'est ce qui manque profondément. Et le Mali, aujourd'hui, doit vraiment aller vers cette prospective-là, sociale déjà, et économique, afin de voir... près des jeunes, déjà d'enlever ce pessimisme ambiant que nous avons. Je pense que d'ailleurs nous sommes très durs avec nous-mêmes. Nous n'avons que 60 ans. C'est-à-dire que nos parents et nos grands-parents, ils étaient là, quoi. Donc nous n'avons que 60 ans. Et c'est normal qu'il y ait toutes ces instabilités-là pour qu'on arrive à... Donc il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Alors le Mali, lorsqu'on arrivait, je discutais avec un collaborateur qui me disait son père a vécu au Mali et que le Mali était un grand pays, c'est son pays préféré parce qu'on pouvait le visiter de part en part. C'est un pays de culture, c'est un pays de tourisme avec beaucoup de richesses. On a le sentiment, lorsqu'on vous entend, qu'il n'en est plus question. Est-ce que le terrorisme, l'insécurité a finalement fait que ce soit le secteur qu'on oublie? Bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, votre question, elle est la bienvenue. Hier, par exemple, quand vous prenez le conflit que nous connaissons entre des ethnies, entre des parties du pays, le nord et le sud, hier, on avait des outils et des mécanismes pouvant permettre à la réconciliation des cœurs. Il suffisait que le griot, connaisseur de toutes nos cultures, du sens de tous nos noms de famille, prenne son goni pour faire asseoir 2 personnes, 2 villages, 2 villes, pour les rappeler qui ils sont. On oubliait tout de suite les conflits. Il était inimaginable qu'un Dogon et un Peul s'entretuent dans ce pays-là. C'est parce que... Donc il faut revaloriser la culture. Il faut revaloriser la culture. Nos autorités doivent beaucoup travailler là-dessus. Votre ami qui vous a parlé de la culture du Mali, il a parfaitement raison. C'est un pays immensement riche en culture. On a beaucoup d'outils culturels qui peuvent aussi contribuer à... Mais là, on a l'impression que c'est passé au second plan. Je vois Master Toumi qui est là. On a le sentiment qu'on a oublié la culture dans tout ce que vous programmez. Oui, bien sûr. C'est malheureux. C'est malheureux. Et quand vous regardez même le budget du ministère de la Culture, le budget alloué au département chargé de la culture, c'est généralement, ça ne concerne généralement que des services rattachés à ce département, le fonctionnement des différents services rattachés à ce département de la culture. Et c'est très, très malheureux. Parce qu'on n'a pas mis la culture au devant. Et je me demande peut-être que l'esprit et l'importance de la culture n'a pas atteint l'esprit du responsable malien ou bien de l'élite au niveau du haut sommet de l'État. Donc, parce que nous, en tant qu'artistes, nous essayons davantage de 2012 à maintenant, s'il y a quand même des gens qui ont joué énormément de rôles pour sensibiliser, pour appeler à la paix, pour appeler à la cohésion. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Je suis co-initiateur d'un très grand festival qui est le plus grand festival de rap au Mali. Donc, lors de la dernière édition, nous avons regroupé pratiquement toute la crème du rap malien. Et puis, même d'autres jeunes artistes, rappeurs qui sont dans les régions, on les a fait venir ici à Bamako avec d'autres invités qui sont venus d'ailleurs pour faire une chanson pour parler surtout essentiellement de cette question du centre du Mali. Faire une chanson qui a passé sur RFI et d'autres radios. Nous essayons de jouer notre partition, mais il faut davantage que la gouvernance, que l'État essaye de voir comment impliquer véritablement. Quand je dis impliquer, c'est avec I majuscule, quoi, que les artistes soient vraiment au cœur. Que la culture revienne au centre. De solutions. Que la culture revienne au centre, nous, ça.
vous avez dit, la culture a été sérieusement affectée par la situation sécuritaire de notre pays. On ne peut plus visiter le pays. On ne peut plus visiter le pays. On ne peut plus aller à Tombouctou, à Kidal. À Kidal, on ne peut plus visiter le pays d'Ogon. C'est extrêmement difficile. Je pense que c'est une preuve que nous devons transcender. Ce pays a donné à l'Afrique au sud du Sahara les plus grands cinéastes. Abdraman Sissako est malien. Souleymane Cissé, Cheikh Oumar Sissoko, les plus grands chanteurs, Salif Keïta, Oumou Sangaré, Ali Farka Touré. Donc ce pays a une importante potentialité en matière culturelle. Mais cela doit être révalorisé. C'est l'occasion de rendre hommage à la face du monde, à mon frère Master Soumi, pour ce qu'il fait pour la culture malienne. C'est l'un des rares artistes à avoir conçu un festival de rap qui se déroule un peu partout au Mali. Et ça, c'est quelque chose à soutenir, à encourager. Merci Master Soumi pour ce que tu fais pour la culture. Alors, puisque le temps tourne vite et qu'on est bientôt à la fin de l'émission, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il y a eu de positif alors pendant ces 60 ans? Parce que là, on a un tableau tellement sombre des 40 dernières minutes qu'on se dit, mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose de bien en 60 ans au Mali? Alors, que déjà je vois, que déjà qui réfléchissent, dit, finalement rien. C'était difficile c'est difficile à trouver. Mais encore une fois, je ne suis pas pessimiste. Moi, je pense que ce pessimisme ambiant dans lequel nous sommes, nous devons justement sortir. Et nous ne devons pas être si durs avec nous-mêmes. Mais j'aimerais bien terminer par quelque chose qui a marché. Qu'est-ce qui a marché au Mali que l'on gardera dès 60 ans? Quoi? Vous savez, en 1960, je n'étais pas né, mais quand on regarde les clichés, les photos, il y avait seulement la route de Sotiba pour aller dans la zone industrielle. Donc la ville s'est construite quand même. Bamako est l'une des villes qui s'est les plus construites dans la sous-région aujourd'hui. Il y a seulement en 1990-91, il y avait le lycée Badala, le lycée Askia Mohamed, le lycée technique. Et aujourd'hui, il y a dans chaque commune de Bamako, dans les cercles, dans les régions, il y a des lycées partout. Nous avons des usines de transformation de matières premières. Je pense qu'il y a eu un élan. Il y a eu des choses quand même. Il y a eu quelque chose, pas assez, mais quelques trucs. Et vraiment, je voudrais, ce travail doit être continué. Je voudrais ici sur le plateau, j'insiste sur ça, que je souhaite vivement, comme on parle de jeunesse et son appréhension sur tous ces processus de 1960 à nos jours, je suis convaincu, intimement convaincu que le Mali doit faire appel à toutes ses potentialités internes et l'externe. Et j'invite la jeunesse de la diaspora à regagner le pays tant que c'est possible, parce qu'ici, elle a son rôle à jouer. Je suis venu... On va finir avec ça, on va finir parce que le temps n'est malheureusement pas extensible. On se dit on va se donner rendez-vous dans 60 ans. Je viendrai avec ma canne et on verra ce que vous avez changé parce que vous êtes très critique. J'espère que vous pourrez changer les choses que nous, de notre génération, on n'a pas pu réaliser et que vous irez dans le sens de la paix, dans le sens de l'unité du Mali. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté de venir débattre. Et bon courage en tout cas. Bon courage. Merci. À très vite. À bientôt. Nous arrivons au terme de ce débat africain spécial 60 ans d'indépendance au Mali, en espérant que les 60 prochaines années seront plus paisibles, plus stables, plus prospères, plus consacrées au développement, en caressant également l'espoir que la guerre, avec ces djihadistes obscurantistes de tout poil, qui ont fait de ce beau pays leur terrain de jeu, auront laissé place à une jeunesse plus tournée vers la construction et l'ouverture au monde. Prochaine étape de cette série 60 ans d'indépendance, du moins si les conditions sanitaires qui imposent de nombreuses restrictions dans les déplacements le permettent, Lagos, au Nigeria, le 1er octobre, date anniversaire de l'indépendance de ce grand ensemble. Mes remerciements à Thomas Holland, Sébastien Faye, Sekouba Ballo, Moulay Sidibé, Moussa Sako, Éric Boni, Étienne Yao et Soumaré Demba. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous dimanche prochain sur RFI pour un autre débat africain. Restez à l'écoute et à très vite. L'actualité continue sur France 24.